Bonsoir à vous, bienvenue sur France 3 Centre Val-de-Loire pour le premier tour des élections régionales et départementales 2021. Un scrutin aux conséquences politiques majeures à moins d'un an de l'élection présidentielle. Qui prendra la tête de la région Centre Val-de-Loire détenue depuis près de 25 ans par la gauche? Y aura-t-il des bouleversements dans nos 6 départements actuellement tous acquis à la droite? Les résultats, les analyses, les réactions, c'est sur France 3 ce soir. Bonsoir Benoît. Bonsoir Rebecca et bonsoir à tous. Notez bien tout d'abord ces horaires. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h ce soir pour la première partie de cette émission spéciale, puis de 21h15 à 22h, de 22h15 à 23h. Tout cela entrecoupé des résultats, bien sûr, dans les autres régions de France avec Carole Gessler et Francis Letellier à Paris. Tous les résultats, bien sûr, sur notre site internet cvdl.france3.fr. Dans quelques minutes maintenant, à 20h pile, nous serons en mesure de vous donner les premières estimations de notre partenaire Ipsos Sopra Steria pour le scrutin régional où 7 listes s'affrontent, dont celle du président sortant, le socialiste François Bonneau. Des chiffres qui seront scrutés à l'hôtel de ville, à l'hôtel de région où se trouve Franck Leroy. Il accueillera les candidats tout au long de la soirée. Bonsoir Franck. Bonsoir Rebecca, bonsoir. Eh bien, écoutez, oui, effectivement, durant toute la soirée, nous allons recevoir ces candidats. Pour le moment, nous n'avons vu aucun d'entre eux. Apparemment, l'actuel et toujours président de cette région, le socialiste François Bonneau, serait dans son bureau, ici même, à l'hôtel de région, où il va vivre cette soirée électorale. Merci, c'est une soirée également durant laquelle notre journaliste Xavier Nézet suivra ses candidats et leurs militants dans les QG de campagne des différents partis. Il sera aussi en direct de la capitale régionale à Orléans. Et ce dimanche, vous étiez également appelés à voter pour élire vos conseillers départementaux. Nous en parlerons ce soir avec nos journalistes tous mobilisés sur le terrain, dans le Loiret, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, l'Eure-et-Loire, le Cher et l'Indre. Et avec nous sur ce plateau, Rebecca. Pour commenter les résultats, 2 invités politiques pour cette première tranche. Jacqueline Gourault, bonsoir, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Bonsoir. Face à vous, Yann Gallu, maire socialiste de Bourges, candidat au départemental sur le premier canton de Bourges d'ailleurs. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Pierre Laurent, politologue et doyen de la faculté de droit que l'on connaît bien sur ce plateau de France 3 Centre Val-de-Loire. Merci de nous partager encore une nouvelle fois votre expertise, Pierre. Merci à vous. Et puis Caroline Ditt nous accompagne pour nous livrer les résultats dès qu'ils nous parviennent. Caroline, vous avez déjà des chiffres sur l'abstention. Effectivement, c'était la grande inconnue de ce double scrutin, le taux d'abstention. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il atteint des records. Selon une estimation Ipsos Sopra Steria pour France Télévisions, le taux d'abstention en Centre Val-de-Loire atteint 67%. Il était de 50,5% en 2015. Alors dès 17h, les préfectures estimaient ce taux d'abstention régional à 72,2%. Lors du premier tour des dernières régionales de 2015. Cette abstention à la même heure atteignait déjà plus de 56%, un chiffre déjà très élevé, mais bien en deçà de la tendance qui semble se dessiner aujourd'hui. Et si l'on regarde plus précisément du côté des départements du Centre Val-de-Loire, eh bien, la tendance se confirme. On va de 66,9% d'abstention dans le Loir-et-Cher jusqu'à 76,3% dans le département d'Eure-et-Loire. Pierre Laurent, ce taux d'abstention est effroyable. Oui, c'est une tendance de longue durée, depuis la fin du XXe siècle. Mais là, c'est un record qui est grave pour une démocratie. 2/3 d'abstention, ça pose question, je pense, à tout le monde. Et l'une des premières conséquences, on le verra certainement ce soir, c'est que très peu de candidats seront élus dès le premier tour au départemental, puisqu'il faut au moins un quart des inscrits, ce qui est très difficile quand il y a un tel taux d'abstention. Jacqueline Gourault, une réaction rapide avant 20h sur ce taux d'abstention. Oui, moi qui suis, comme vous l'avez rappelé, ministre des Relations avec les collectivités territoriales, je suis navrée de voir le si peu d'intérêt des Français pour leur collectivité territoriale. Les régions sont des collectivités qui gèrent beaucoup de compétences et les départements aussi. On parle toujours de l'évolution de la société, de l'évolution démographique, les personnes âgées, etc. C'est la mission du département. Et on va revenir tout de suite. Et on voit que les Français n'ont pas compris l'importance. On va y revenir, Jacqueline Gourault, et on donnera la parole aussi à Yann Gallu. Pour l'heure, il est tout juste 20h pile, et voici les premières estimations en Centre Val-de-Loire pour le scrutin régional.
Une estimation qui place en tête de ce premier tour le président sortant François Bonneau, tête de liste du Parti socialiste et du Parti communiste avec 25,5% des suffrages. 4 points derrière, Alexandar Nikolic pour le Rassemblement national avec 21,5%. Nicolas Forici en troisième position, 18,7%, LR, UDI. Et Marc Fesneau, Modem, Alliance Modem, LREM, en quatrième position, 15,5%. Et nous n'avons pas encore les chiffres. Si, les chiffres s'affichent pour les deux autres listes en présence, vous l'avez vu, Lutte ouvrière Charles Fournier et Démocratie écologique. Voilà, Jérémy Clément, Christelle de Crémier, Farida Mekdoud. Yann Galu, une première réaction à ces estimations des résultats partiels, on le rappelle, qui placent François Bonneau, que vous soutenez, en tête. Oui, ce sont des estimations, mais je ne suis absolument pas surpris. Parce que François Bonneau dépasse largement le cadre du Parti socialiste. C'est un président qui a su rassembler pendant son mandat et c'est un président qui a su rassembler pendant ces élections. Vous savez, il a toujours été sous-estimé, mais moi, connaissant l'homme, c'est un homme formidable, c'est un homme de terrain, c'est un homme qui est partout, c'est un homme qui défend les dossiers de la région et je crois qu'il y a eu un vrai vote d'adhésion autour de François Bonneau et de sa majorité régionale, puisqu'il y a aussi le score de Charles Fournier à prendre en compte. Quand on fait le total de ces estimations qu'il faut prendre avec prudence, on a 35, 36, 37% pour la majorité régionale sortante. Je crois que dans le contexte actuel, malgré ce qui a été indiqué sur l'abstention que je partage, c'est un excellent premier résultat pour François Bonneau. Pierre-Laurent, c'est même limite une surprise. Il y a eu des sondages qui ne plaçaient pas François Bonneau aussi haut au premier tour. Vous avez raison, c'est beaucoup plus haut, y compris, vous l'avez dit, M. Galu, pour Yann Fournier, c'est plus que ce qu'on pensait. Ça rejoint un petit peu le jugement des habitants de la région sur le bon bilan, qui était relativement partagé, mais il y avait un décalage, effectivement, entre les intentions de vote pour François Bonneau, c'est bien la prime au sortant, effectivement, en temps de crise également, et puis le score qui était annoncé. Là, c'est plus conforme à cela. Rappelons également que les derniers sondages avaient montré un déficit de notoriété des autres candidats que François Bonneau, y compris d'ailleurs Marc Fesneau, bien que ministre, plutôt apprécié comme ministre, mais moins connu dans la région, bien sûr, qu'un président sortant qui en est à plusieurs mandats. Et puis, il faut quand même noter la déception pour le Rassemblement national. Rappelons que lors du dernier scrutin, c'était 30%. Donc, si ces estimations sont vérifiées, ils perdraient un tiers de leur soutien au premier tour. C'est un échec très net pour le Rassemblement national. C'est pas le même contexte, on y reviendra, Pierre. Jacqueline Gouraud, est-ce que vous êtes déçue du résultat de votre poulain Marc Fesneau ? Alors d'abord, ce ne sont pas des résultats, ce sont des estimations. Vous avez je suis raison toujours prudente, tout le monde l'a rappelé, Yann Galu en premier, mais bon, évidemment... on espère toujours être plus haut que ce que les estimations donnent actuellement. On peut noter que quand même les sondages se sont bien trompés. Une nouvelle fois. Je crois pouvoir le dire parce que quand on regarde les résultats ou les estimations, effectivement, ne serait-ce que pour François Bonneau, le sortant, les estimations étaient beaucoup plus basses. Alors effectivement... comme l'a dit Yann Galu à l'instant, il est clair que les résultats montrent que François Bonneau est le président sortant, beaucoup plus connu que les autres candidats. Ça fait 14 ans que François Bonneau est président. Je crois que ça fait peut-être 25 ans que le Parti socialiste laboure cette région, puisque avant c'était Michel Sapin. Et donc, il y a, je dirais, le résultat, effectivement, d'un président sortant. Et comme c'est souvent le cas dans des périodes de crise, avec une si forte abstention, évidemment, ça favorise le président. C'est la prime au sortant, en quelque sorte, c'est ce que vous dites. C'est la prime prime au sortant, en quelque sorte. La prime à la notoriété du sortant. Et à la notoriété, parce qu'effectivement, quand on regardait les taux de notoriété, et effectivement, ça a été dit tout à l'heure, je crois que c'est vous, monsieur, qui l'avez dit, il y avait un décalage entre les sondages et son taux de notoriété, et aussi le bilan que les habitants de la région considéraient comme correct, si je puis dire. Donc voilà. Alors nous pensions qu'il fallait changer un peu la région, qu'il y ait à la tête de cette région une autre famille politique, mais de rassemblement.
qu'il fallait changer aussi les politiques publiques, faire autrement sur un certain nombre de politiques. On verra le résultat final tout à l'heure, je suppose, et on verra aussi la semaine prochaine comment les choses se présentent. On va suivre le résultat final, effectivement, vous avez raison de le rappeler, Jacqueline Gouraud, il ne s'agit que de résultats partiels d'une estimation. Un scrutin régional, mais aussi départemental. Il y a un enjeu très important dans nos 6 départements. On va justement prendre la direction du Loiret, du conseil départemental du Loiret plus précisément, et on retrouve Alain Eudes sur place, qui est accompagné d'Isabelle Racine à la caméra. Alain, que peut-on dire ce soir des résultats, si vous en avez, dans le département du Loiret? Alors d'abord qu'il n'y a pas eu de miracle ici, hein, effectivement, comme partout ailleurs, l'abstention est très largement en tête. D'ailleurs, je vais vous donner le chiffre de la ville d'Orléans, parce qu'il est plus parlant en termes de densité de population, bien sûr. L'abstention à Orléans, c'est de 68,7%, et c'est quand même quasiment 15 points de plus qu'en 2015, elle était de 53,2%. Pour ce qui est des résultats, il n'y a pas non plus vraiment de surprise pour l'instant. On s'attendait à ce que l'équipe centre-droit allait à nouveau être en tête dans les premiers résultats qui sont ici en train de tomber. Et c'est le cas puisque, par exemple, sur le canton de Pithiviers, le canton du président sortant Marc Godet, eh bien, il est très largement en tête avec 62% des suffrages. Mais bien entendu, il s'agit de résultats partiels pour l'instant. Autant vous dire quand même que ce divers droite, Marc Godet, qui disposait de 36 des 42 sièges dans l'Assemblée sortante, a toutes les raisons de croire ce soir et surtout au second tour, car il y en aura un partout pour les raisons que l'on a données tout à l'heure en raison des chiffres de l'abstention. Il y aura un deuxième tour, mais la réélection de l'équipe sortante semble tout à fait se prévenir là. Merci beaucoup, Alain. Effectivement, ça sera peut-être prévisible. Merci pour ces précisions. En tout cas, vous revenez vers nous dès que vous avez de nouvelles informations. En attendant, le débat continue sur ce plateau. Yann Galu, vous êtes candidat également au départemental sur l'un des cantons de Bourges. Est-ce que vous avez des informations justement sur les scores? Sur votre canton? Alors, sur mon canton, il semble que je sois à 61%. Mais comme l'abstention est incroyable, hein, vous l'avez souligné, nous l'avons souligné tous les trois, il faudra que même s'il semble que j'ai gagné ce premier tour largement, les électeurs de mon canton doivent à nouveau voter puisque je n'ai pas assez de participation. Donc faut le rappeler, attention, voilà, il faut d'inscrits. Donc attention, il faudra absolument que même si le candidat que vous soutenez a gagné au premier tour dans les cantons, il faudra les retourner voter par rapport à cela. Pierre Laurent, on va revenir sur l'abstention tranquillement. Comment l'expliquer aussi haute? Il y a plein d'explications. C'est très compliqué. Il y a cette tendance dont vous parliez pour cette fin du XXe et début du XXIe siècle, mais il n'y a pas que cela et il n'y a pas que la crise du Covid. Si on savait vraiment les raisons, je pense que tous, on trouverait les armes pour mieux combattre cette tendance qui mine, qui sape la démocratie représentative, il faut bien le dire. Alors, on a essayé en développant une démocratie effectivement plus participative, mais il y a beaucoup de facteurs. Au municipal, vous vous rappelez, on a invoqué la crise sanitaire, le contexte sanitaire, et c'est vrai que ça avait beaucoup joué. Aujourd'hui, étant donné le taux de vaccination auquel on est arrivé, y compris en particulier pour les personnes âgées, qui étaient les plus fragiles, etc., je ne pense pas que ça soit le facteur explicatif. En tout cas, ça ne suffit pas. Bon, hypothèse, est-ce que regrouper les départementales et les régionales était forcément une bonne idée? On a bien vu que nos concitoyens n'ont pas les idées claires, Madame Gouraud le disait, sur les compétences, par exemple, respectives des régions et des départements, qui sont pourtant essentielles pour la vie quotidienne. Pierre, en 20 ans, ça a progressé. Un minimum. J'espère. Il y a 20 ans, on ne connaissait aucune compétence de la région ni des départements. Oui, c'est quand même très compliqué. On sait bien que, par exemple, les financements croisés rendent très difficile le jugement, en quelque sorte, des électeurs, aussi bien pour donner leur satisfaction que pour sanctionner quand il y a un financement croisé pour un grand équipement, Comet, par exemple, à Orléans, même chose à Bourges, qui on doit remercier, qui on doit sanctionner. C'est extrêmement compliqué. Il y a l'intercommunalité aussi qui est complexe, avec les deux métropoles ou des institutions comme
comme Bourges Plus, par exemple, chez vous, Monsieur Gallu. Il y a un problème aussi, certainement, d'offres politiques dans lesquelles, il faut bien le dire, beaucoup de nos concitoyens ne se reconnaissent plus. Pourtant, il y a une grande pluralité de listes ou de candidats, mais il y a un mécontentement qui s'exprime très probablement ainsi. Et puis, il faut bien le dire, alors moins dans notre région, mais ailleurs. Pensons à des grandes régions comme les Hauts-de-France, comme Auvergne-Rhône-Alpes ou comme l'Île-de-France. On a confondu les scrutins, et ça, je crois que ça n'est pas bien quand on commence à faire une primaire des présidentielles aux élections régionales. Qui comprend cela ? Pierre Laurent, simplement, Jacqueline Gouraud, je reviens sur ce que disait Pierre à l'instant. Regrouper les élections départementales et régionales, les maintenir également fin juin, c'était une décision du gouvernement. Est-ce que c'était une mauvaise décision ? Alors, quand vous dites que c'était une décision du gouvernement, on va peut-être expliciter un tout petit peu. Il y a eu certes la crise du Covid qui a obligé à... voilà. L'exécutif s'est interrogé sur la bonne date pour ces élections régionales et départementales. Nous sommes allés jusqu'à consulter l'ensemble des maires du pays. Il y a eu 70% des maires qui ont répondu et à peu près 56% étaient favorables au fait que ces élections aient lieu à cette date-là. Yann Gallu était favorable. Alors, Et attendez, c'est pas fini. Donc il y a eu vraiment, puisqu'on s'est vraiment interrogé, les avis étaient partagés, un certain nombre de membres du gouvernement pensaient qu'il fallait mieux les reporter après l'été, parce que là, on sort quand même tout juste, c'est tout juste le déconfinement. Deuxièmement, les gens ont envie de penser à autre chose, de se libérer, et on approche des vacances. Bon. Et puis tous les grands partis politiques, quand on a posé la question de l'éventualité du report après les vacances, on criait au scandale. On dit va y avoir une manipulation politique, etc., etc. Devant cette unanimité, si je puis dire, et devant la réponse majoritaire des maires, nous avons décidé, le gouvernement a décidé de faire les élections au mois de juin. Voilà. Donc là, je veux dire, bien sûr, c'est le gouvernement qui a pris la décision. Mais il l'a pris dans un contexte que je voulais rappeler. Dans un contexte très particulier. Yann Gallu, rapidement, et après on part au Conseil régional, retrouver Xavier Nézet. Oui, très rapidement. Moi, je confirme ce que Mme Gouraud a dit. Nous avons été consultés. Personnellement, je m'étais prononcé pour un report au mois d'octobre parce que je considérais qu'il n'y aurait pas assez de participation, parce qu'aujourd'hui, on l'a vu, il n'y a pas eu de campagne sur le terrain. On n'a pas pu faire le porte-à-porte, on n'a pas fait les barnums. J'ai fait 2 petites réunions où j'ai eu 12 et 14 personnes en plein air à distanciel. Donc moi, personnellement, j'étais pour le report. Mais c'est vrai, je confirme que la majorité des maires se sont prononcés pour les élections. J'ai été assez surpris. Et aussi, la majorité des partis l'ont fait aussi. Moi, je regrette cela parce qu'aujourd'hui, on voit le résultat. Et je pense qu'en octobre, on aurait été beaucoup plus dans une participation par rapport à cela. Et aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec un taux d'abstention record. On va y revenir. Mais d'abord, on va prendre la direction de la capitale régionale où Xavier Nézet suit pour nous ce qu'il se passe en coulisses du côté du Conseil régional. Xavier, que se passe-t-il sur place ? Ici, en ce début de soirée, l'ambiance est à l'image de la participation. On se demande où sont passés les électeurs. On peut se demander là maintenant où sont passés les colistiers et où sont passés les militants. Ils ne sont pas encore arrivés, en tout cas, au Conseil régional, où d'habitude il y a plus de monde quand même pour ce type de soirée ici. Alors les mesures sanitaires y sont pour quelque chose. On a tout de même cherché les militants et les colistiers dans leur QG il y a quelques minutes avant d'arriver ici au Conseil régional. Ils étaient tous quasiment vides, ces QG, y compris les bars où certains militants devaient se rassembler. On était dans un bar où se rassemblaient notamment les colistiers de Marc Fesneau. Une petite ambiance. Évidemment, l'ambiance n'était pas à la fête. C'était avant que les résultats tombent. L'ambiance est certainement encore moins à la fête maintenant. On va donc retourner en ville pour essayer de chercher les rassemblements de militants qui devraient se faire d'ici quelques minutes. Maintenant que les résultats commencent à être un peu plus identifiés, notamment dans les QG du Parti socialiste et chez les Républicains. Merci Xavier, ambiance très calme donc pour l'heure au Conseil régional. Le débat poursuit pour l'instant en plateau. Yann Gallu, vous en parliez justement, les meetings, c'était assez compliqué pour vous de les mener et puis on le voit ce soir, l'ambiance est assez calme également. Bien sûr, parce qu'on est dans un contexte particulier où on ne peut plus faire comme c'était le cas avant et je crois que ça a impacté la campagne, ça impacte les résultats. On fait quand même encore très attention à la crise sanitaire, même si on a quand même libéré un peu les choses. Mais moi, je vous
vous rejoins aussi sur le fait que, au-delà de cette crise, il faudra s'interroger collectivement sur la non-participation ou sur le fait que l'abstention continue à augmenter de manière... On se posait déjà la question il y a un an, lors des municipales. C'est clair. Yann Gallut. Tout à fait. Moi, je confirme que nous-mêmes, en tant que candidats aux municipales, alors il y a eu ce contexte du Covid entre le premier tour et le deuxième tour, mais c'est vrai que même pour un maire, vous savez, être élu avec aussi peu de participation, même si je me considère comme légitime, on se pose des questions. Moi, j'aurais préféré une participation beaucoup plus importante parce que le maire est quand même l'élu avec le président de la République et le plus identifié et quelque part le plus apprécié. Il y a quelque chose dont on doit parler, c'est l'abstention chez les jeunes. Elle est très inquiétante. Elle est estimée à 77%. Et chez les femmes aussi, plus 14 points, selon un sondage Ipsos Steria réalisé en début de semaine. Évidemment, il y a des personnes âgées qui vont voter, mais j'ai l'impression que la France des jeunes ne va pas voter. Elle va se balader, elle part en week-end. Mais ne doit-on pas repenser complètement cette façon, ces scrutins-là et la manière de voter? Je crois qu'aujourd'hui, devant les chiffres qui sont ceux de la non-participation, je dirais extrêmement majoritaire, il va falloir effectivement s'interroger. Et il y a des causes conjoncturelles, on les a données, mais il y a sûrement des causes structurelles. Il y a un désintéressement par rapport et un manque de confiance aussi par rapport aux institutions, par rapport aux représentants, c'est-à-dire par rapport aux élus. Et ceci montre pose le problème à la fois, je dirais, de la relation avec les électeurs, de la relation avec les citoyens et d'un rétablissement de la confiance qu'on doit réinstaurer dans le pays. Et je crois que ça concerne toutes les forces politiques. Et je dois dire d'ailleurs, ça c'est ma position personnelle, que parfois, les prises de position de grandes figures politiques sur des positions qui sont toujours extrêmement, clivantes. À qui pensez-vous? Extrêmement, non, je pense à plein de gens. Extrêmement critiques et qui ont tendance à opposer toujours. Vous pensez à Guillaume Pelletier? Je pense à personne en particulier. Il y a suffisamment de gens sur l'échiquier politique pour être toujours dans le clivage, dans l'opposition, dans les critiques systématiques et qui font perdre, au fond, au collectif, le sens de l'action politique et le sens des responsabilités. Ça, j'en suis intimement convaincue et je pense que ça participe au découragement et au fait que les gens n'aillent plus voter. Allez, priorité au direct ce soir et direction maintenant la Touraine où nous attend Corinne Bianrosa. Bonsoir Corinne. Quels sont les enjeux à propos des départementales dans ce département d'Indre-et-Loire où vous êtes ? Alors, la majorité départementale est à droite et elle devrait le rester malgré un très fort taux d'abstention. On nous annonce à l'instant pratiquement 69% d'abstention sur les bureaux de test. La droite a ravi l'Indre-et-Loire à la gauche en 2015 et le président actuel, le LR, Jean-Gérard Pommier, a succédé à l'UDI, Jean-Yves Couteau, décédé en 2016 en cours de mandat. La droite détient ici 15 cantons sur 19, la gauche en possède 4 et elle espère bien les conserver, notamment à Montlouis et à Amboise. On suivra à Tours le score des listes de gauche qui sont soutenues par le nouveau maire écologiste de Tours, Emmanuel Denis. À suivre aussi 2 élus sortants aujourd'hui sous étiquette LREM à Langeais et à Ballon-Miré. Et puis dans certains cantons où la gauche est absente, on observera le vote des électeurs. Se reporteront-ils à droite ou s'abstiendront-ils face à l'extrême droite? Car le RN pourrait s'inviter au second tour. Dans un bon nombre de cantons, pourrait-il obtenir un ou plusieurs élus? C'est toute la question ici en Touraine.
Le suspense, effectivement, est de mise en Touraine. Merci beaucoup, Corinne Bienrosa. On va retrouver à présent Franck Leroy qui reçoit les candidats aux élections régionales à l'hôtel de région à Orléans. Franck Leroy, vous êtes en compagnie de Carole Canette, maire socialiste de Fleury-les-Aubrais, qui est tête de liste sur la section du Loiret pour ce scrutin. Oui, exactement. Bonsoir, Madame Canette. Bonsoir. Vous l'avez entendu sur ce plateau de la bouche de Madame la ministre Jacqueline Gourault, mais également de Yann Gallut. Ce chiffre absolument historique concernant l'abstention, plus de 67%. Attention, c'est une estimation. Attention aux chiffres, mais c'est extrêmement inquiétant. En tout cas, c'est historique. Je répète simplement un chiffre. En 2015, même si c'était déjà élevé, c'était 50%. Aujourd'hui, nous aurions 17 points de plus. Oui, je pense que l'estimation est à peu près bonne et que ça ne bougera pas beaucoup, ce qui est très inquiétant. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a un mouvement de fond. Et en plus, cette crise sanitaire, on le sait, est un révélateur, un accélérateur des phénomènes de fond. Et voilà, on y est. Ça doit nous interpeller tous. Et nous appeler à être tous exemplaires. Alors dans la manière de faire campagne et de nous adresser aux électeurs, même si ça c'était extrêmement compliqué parce que les règles qui nous étaient mises étaient très contraignantes. Pas de grand meeting, on ne pouvait pas faire les choses en intérieur ou alors même en extérieur, les jauges où il fallait être assis pendant longtemps, on n'a pas pu faire de porte-à-porte, etc. Et puis, je vais le dire aussi, il aurait fallu aussi que les électeurs soient aussi plus informés de manière organisée, systématisée. On a vu tous les bugs qu'il y a eu sur la propagande officielle. Je ne suis pas sûre que ça aide non plus, même si ça n'est pas la seule explication. Vous déclarez choqué ce soir par le score du Rassemblement national, qui Oui. malgré tout n'est pas aussi haut que cela dans les estimations par rapport aux derniers sondages qui sont sortis sur la place. Il est haut, il est très haut. Il est moins haut que ce que nous prédisaient les derniers L'estimation sondages. le donne à un peu, quasiment mais 22%. il est quand même bien trop. Et moi, je veux le dire, on va suivre jusqu'à la dernière minute parce que les grandes villes ne sont pas encore tombées, etc. Donc, moi, je ne sais pas si ce sera nous, le Rassemblement national, en tête. Mais quoi qu'il en soit, le Rassemblement national, soit il est devant, soit il est en embuscade. Tours et Orléans, qui sont les deux principaux bassins de vie, peuvent faire basculer les choses. C'est pour ça que je vous dis ça. Mais de toute façon, soit il est devant, soit il est en embuscade. Donc moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, d'appeler les électeurs, ceux qui ont voté et ceux qui n'ont pas voté, j'ai envie de les appeler à se mobiliser parce qu'il n'est pas possible que cette région, je ne peux pas croire une seconde que cette région, avec les politiques telles qu'elles ont été menées par François Bonneau, avec je le rappelle quand même, ce sondage qui vient dire que 63% des électeurs considèrent que le bilan est bon ou très bon. C'était un paradoxe d'ailleurs dans ce sondage. Et en même temps, on laisserait cette région tomber dans les bras du Rassemblement national, cette magnifique région, celle de tous les humanismes, celle des politiques de solidarité qui ont été développées dans les lycées, pour l'emploi, pour la formation, pour la culture, pour le sport, pour les associations. Ça n'est pas possible. Donc il faut qu'on se mobilise. Et moi, je vous le dis, dès demain matin, on est en campagne. Dites-moi, Carole Canette, dans quelques minutes, je l'espère, François Bonneau, le président de cette région, devrait passer nous voir. Il devrait nous livrer ses premières impressions, premières réactions. Est-ce que vous avez pu vous entretenir avec lui ces dernières minutes ? Je vais, dès que nous avons fini cet entretien, je vais m'entretenir avec lui en face à face, en présentiel comme on dit maintenant, mais je viens de m'entretenir avec lui au téléphone bien évidemment. Selon vous, est-ce qu'il est nécessaire de, dès ce soir, étudier une alliance pour le second tour avec Europe Écologie Les Verts représenté par Charles Fournier ? Depuis le début, nous avons appelé au rassemblement, nous souhaitions un rassemblement. Vous l'appelez ce soir ? Nous l'avons fait. Et vous l'appelez ce soir à nouveau ? Nous l'avons fait avec nombre de forces de gauche et écologistes. Donc ce soir, mais ça avait été dit aussi par Europe Écologie. Est-ce que c'est possible ? Mais oui, c'est possible. On a rendez-vous. Déjà. Vous avez rendez-vous dès ce soir ? Bien sûr qu'on a rendez-vous dès ce soir. Les négociations, les discussions vont commencer dès ce soir. Bien sûr. La nuit va être longue. Ça va se passer où ici ? Dans le bureau du président, au conseil régional ? Oh non, ça ne peut pas se passer dans le bureau du président. Ce serait mettre des moyens à une collectivité. Non, ça va se passer. Pas très loin d'ici, à quelques centaines de mètres d'ici. Dans un lieu privé ou est-ce que la presse pourra avoir des éléments ? Les discussions, ça se passe entre nous.
Entre nous. Mais on fera une déclaration et on fera un communiqué de presse dès demain matin. Dès demain matin, oui. Nous serons au rendez-vous. Merci infiniment, Carole Canet. Et on en a besoin parce que je parlais de force de progrès, d'humanisme, mais la question de l'écologie et de l'écologie des solutions et d'une écologie qui prenne en compte les hommes et les femmes du territoire, c'est essentiel. Eh bien, vous nous donnerez, en tout cas votre groupe, les deux partis, nous donneront une réponse dès demain matin et nous verrons ce qui se passera pour le second tour. Merci infiniment, Carole Canet. Merci à vous. Voilà, Rebecca. Merci beaucoup, Franck. Merci à votre invité pour cette première réaction du côté du Conseil régional. Pierre Laurent, l'accord il va être inévitable entre Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste. Oui, mais n'oublions pas que ce n'est pas si simple, puisque la liste de François Bonneau est plus compliquée. Il y a le Parti communiste, etc. Bon, ce n'est pas là qu'il y aura les principaux problèmes. En revanche, du côté de Charles Fournier, c'est une liste plurielle, si j'ose dire, et avec donc les Insoumis. Les Insoumis, la présence de la France Insoumise. Alors, ce sera là. Moins naturellement dans le soutien à François Bonneau. Mais ça devrait se faire. On n'imagine pas... Charles Fournier, il avait voulu un peu tenter sa chance après les municipales, en surfant sur la vague des municipales. Un an après, est-ce qu'on peut dire, alors là, on n'a pas encore vraiment les résultats, ce sont des estimations, nous le rappelons. Charles Fournier est en 4e position avec un peu plus de 11%, mais est-ce qu'on peut dire que c'était un pari gagnant pour lui Alors c'est compliqué parce que ses ambitions de début de campagne, c'était d'être devant François Bonneau. Donc de ce point de vue-là, ça n'est pas une réussite, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il fait à peu près 2 fois moins, même si on est prudent évidemment avec ses évaluations. En revanche, s'il arrive à être au-dessus de 10%, ça n'est pas une défaite cuisante, puisqu'il pourra négocier son ralliement et la fusion des deux listes. En revanche, s'il avait été en dessous de 10%, là, ça aurait été vraiment une défaite très importante. Yann Gallu, elle est naturelle, cette alliance au second tour ? Bien sûr, elle est naturelle autour de François Bonneau. Pourquoi ? Parce que Charles Fournier a été vice-président de François Bonneau et l'excellent... il l'est toujours. Voilà, il l'a été pendant ce mandat précédent et donc il va l'être à nouveau, de mon point de vue, dans le futur mandat. Ils ont géré la région ensemble. Nous avons géré la région avec nos amis d'Europe Écologie. Il y a eu des entre les deux. Mais comme toujours, Charles Fournier a souhaité être candidat, mais il était clair, en tout cas pour les militants de terrain et ceux que je rencontre, qu'au deuxième tour, nous allions nous retrouver parce que nous avions bien géré la région pendant la période précédente et que nous souhaitons la gérer à nouveau ensemble. Donc moi j'appelle au rassemblement. J'ai eu François Bonneau juste avant de rentrer dans ce plateau et il m'a dit bien sûr que pour lui, il n'y avait aucun doute, François Bonneau souhaite le rassemblement avec Europe Écologie Les Verts, mais souhaite aussi un élargissement, pas à d'autres partis, mais aux électeurs et aux électrices, aux habitants de cette région, et le rassemblement se fera autour de lui. Sans la France Insoumise. Mais si la France Insoumise est dans cette alliance, moi vous savez, j'ai la France Insoumise à Bourges, ça se passe très bien. Mais là on les ça sera à eux de décider, mais la logique serait qu'elle se fasse avec l'ensemble de la liste de Charles Fournier. Donc moi j'appelle à ce grand rassemblement, mais j'appelle aussi, parce que ça a été dit par Carole Canet, attention, le deuxième tour, il va clairement se jouer entre François Bonneau et le RN, ça c'est clair. Et donc à partir de là, il faut absolument que les électeurs démocrates se reporte maintenant massivement sur François Bonneau. C'est votre hypothèse. Jacqueline Gouraud, Marc Fesneau se maintient lui aussi pour le second tour, tout comme Nicolas Forissier. On a parlé d'une alliance entre deux. Est-ce que ça va se faire ou pas ? Je suis là, je n'ai pas vu Marc Fesneau. Je vois des estimations, j'attends d'avoir les résultats définitifs et je ne peux pas parler à sa place. Simplement, je voudrais dire, suite à l'intervention de Yann Gallu, que tout de même, avec M. Fournier, il y a la France Insoumise, donc, c'est-à-dire la famille politique de M. Mélenchon, soyons clairs, et que, comme l'a dit Yann Gallu, que Charles Fournier, qui est aujourd'hui le vice-président de M. Bonneau, soit avec lui au deuxième tour, ça ne surprendra personne. D'ailleurs, je veux dire, il l'avait dit dès le départ. Mais je pense qu'il faut quand même se poser la question, les rassemblements, ça se fait quand même sur un certain nombre de principes, de valeurs et de programmes. Car évidemment, il est clair que la France Insoumise, moi qui suis ministre, qui vais aux questions d'actualité toutes les semaines, c'est pas exactement la même chose que le PS, et même si à l'intérieur du PS, on peut effectivement distinguer différentes nuances. Mais
je pense qu'il faudra bien que les électeurs de cette région prennent conscience que cette fusion, si elle se fait, c'est une fusion qui se fait avec Europe Écologie Les Verts, mais aussi avec la France Insoumise. On l'a vu l'an passé à Tours, Emmanuel Denis a été élu avec Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise. Oui, mais ceci dit, très bien, chacun fait ses choix. C'est juste un simplement, en termes pédagogiques, j'explique que s'il y a fusion, évidemment, ça sera une fusion dont il faudra tenir compte et les électeurs regarderont également. Mais la dynamique, elle se fera autour de François Bonneau. Ça sera autour de son projet. Je crois qu'il a clairement remporté le match du premier tour, que ça soit à gauche ou que ça soit de manière générale, et c'est une surprise. Et vous savez, François Bonneau, c'est un homme libre. Il fait partie, comme moi, je fais partie du Parti Socialiste, mais le seul intérêt de François Bonneau, c'est sa région Centre-Val de Loire. Il n'a pas d'ambition politique nationale. Lui, il ne s'est pas positionné par rapport au présidentiel de 2022. C'est un homme de terrain, c'est un homme de proximité qui défend les dossiers de la région, et je crois que c'est autour de cette logique d'être un président de proximité et de terrain que les électeurs se rassembleront. Nicolas non plus, Marc Fesneau, je crois pas non plus. Non, ils n'ont pas envie d'être président de la République. Présidentielle. Et Nikolic non plus. Lui, il met en œuvre la politique à laquelle il croit, et c'est une politique de terrain et de proximité. Alors Yann Galus, ce qui va suivre vous intéresse. On va partir dans le département du Cher, votre département. On va retrouver Antoine Werner, journaliste à la rédaction, qui est ce soir sur le terrain à Bourges. Antoine, vous suivez les élections départementales dans le Cher, un département clé de la région. Et Rebecca, un département clé complètement, le Cher. Pourquoi ? Eh bien, pour une seule et bonne raison, parce qu'ici, tout peut basculer. Quand je dis ça, c'est que dans le département du Cher, la majorité à droite, la majorité en place, pourrait bien changer de camp. C'est en tout cas l'une des hypothèses dont on entend beaucoup parler ici, au profit d'un jeune candidat, Hugo Lefebvre, Parti Socialiste, qui est candidat sur le canton Bourges 3, dont on n'a pas encore les résultats à l'heure à laquelle je vous parle. En revanche, pour les autres cantons de la ville de Bourges, je vous rappelle qu'il y en a 4. Les deux premiers, Bourges 1 et Bourges 2, sont nettement à la faveur de la gauche dans cette élection au premier tour. En revanche, Bourges 4, le dépouillement n'est pas encore terminé, mais c'est bien parti pour la droite. Bourges 4 avec deux candidats figures de la majorité sortante de droite. Et pour être précis, on a aussi Mehun-sur-Yèvre et Charroux qui sont hors de la ville de Bourges, bien évidemment. Charroux à la limite de l'Indre. Et là aussi, qui serait acquis à la droite. Dès que j'ai plus de résultats, évidemment, je me tourne vers vous, Rebecca, Benoît. À tout à l'heure. Merci Antoine, à tout à l'heure. On va rester justement dans le Berry, toujours à propos des élections départementales. On va du côté de Châteauroux, dans l'Indre, retrouver Flavien Texier. Bonsoir Flavien. Vous êtes à Châteauroux, que se passe-t-il sur place ? Oui, bonsoir Rebecca. Alors non, nous ne sommes pas précisément à Châteauroux, mais plutôt à Déol, où, écoutez, ici l'ambiance, c'est une fin de dépouillement. Les résultats devraient tomber au cours de la soirée. Le chiffre que je peux vous donner, Pierre Laurent en parlait tout à l'heure sur votre plateau, c'est le pourcentage de l'abstention. Il est particulièrement élevé, autour de 70%. Alors les enjeux ici sont simples, 13 cantons, 41 binômes, Gauche Unie, Droite et Rassemblement National s'affrontent partout sous forme de triangulaire, sauf sur le canton de Saint-Gautier et d'Issoudun, où il y aura des quadrangulaires. La droite, composée principalement des Républicains et de l'UDI, l'avait largement emporté en mars 2015. 10 cantons au total. Elle avait obtenu 20 sièges, ne laissant à la gauche que 3 cantons, soit 6 sièges au total. La gauche, justement, Rebecca, que va-t-elle faire ce soir ? Fera-t-elle mieux qu'en 2015 ? Et puis, quel sera le score du Rassemblement national ? Il va falloir surveiller aussi ce qui va se passer ce soir sur le canton de Châteauroux, précisément là où je me trouve, à Déol, avec Marc Fleuret. C'est le maire de Déol, mais c'est surtout le chef de file de la majorité départementale. Et en cas de victoire ici, Marc Fleuret, qui obtiendrait a priori ce soir 61%. En cas de victoire, et si la majorité départementale est bien placée pour l'emporter à nouveau après le 27 juin, il deviendrait tout simplement, Rebecca, le futur président de la nouvelle assemblée départementale. Mais on n'en est pas encore là. Enfin, dernière info, à surveiller également ce qui va se passer ce soir sur Châteauroux 3.
Gilles Averrousse, le maire Les Républicains de Châteauroux, est également engagé dans cette élection. Il souhaite devenir également conseiller départemental. Le décor est planté. Voilà pour le programme. Vaste soirée, vous le voyez, Rebecca, en perspective. Effectivement, ce sera à suivre. Vous nous tenez bien sûr au courant. Merci beaucoup, Flavien Texier à Châteauroux. Caroline Ditte nous a rejoint sur le plateau. Vous nous prévenez dès que les résultats tombent des préfectures. Vous avez du nouveau ce soir. Effectivement, Rebecca, les premiers résultats en ce qui concerne les élections départementales. On va partir d'abord dans le département du Cher et plus précisément dans le canton de Vierzon 1 où le binôme Mélanie Chauveau-Franck Michou qui était sortant pour la liste PCF, elle remporte 44,4% des suffrages. Et en deuxième place, le binôme constitué de Bruno Bourdin et de Fabienne Moindreau pour le Rassemblement national qui obtient 25,2%. On reste dans le Cher, on va aller dans le canton de Saint-Germain-du-Puy où là, c'est le binôme de Marie-Christine Baudouin et Gérard Clavier pour le parti PCF d'Hiver Gauche et qui arrive en première position avec 42,6% des suffrages. Et puis en deuxième position, le binôme constitué de Guylaine de Bingy-Puy-Vallée de Christophe Druna pour la liste d'Hiver Droite qui obtient 37,2%. Enfin, on va aller dans l'Indre, plus précisément dans le canton du Blanc, où c'est le binôme Gérard Blondeau-Nathalie Corbeau pour la liste d'Hiver Droite qui obtient la première place avec 54,10% des suffrages, suivi par le binôme Laurent Moreau-Sylvie Percher pour divers écologistes avec 25,4%. Et enfin, dernier résultat, on reste encore dans l'Indre, on va aller dans le canton d'Argenton-sur-Creuse, où là c'est le binôme François Avisso, Anne-Claude Moisan-Lefebvre qui remporte le plus de suffrages avec 44,4% et leur liste PS Europe Écologie Les Verts, suivi en deuxième position de la liste d'Hiver Droite avec le binôme Alain Bossard et Laurence Roland qui obtiennent 32,7% des suffrages. Anne Galu, la gauche reprend un peu des couleurs là, du côté de Saint-Germain-du-Puy, Vierzon 1 ou encore Argenton-sur-Creuse. Oui, tout à fait. Alors, Argenton-sur-Creuse, c'est dans l'Indre, mais oui. Dans le Cher, la bonne nouvelle, à confirmer bien entendu, mais Marie-Christine Baudouin est en tête. C'est Madame la maire de Saint-Germain-du-Puy. C'est un canton qui est détenu par la droite et c'est un canton clé pour peut-être, je dis bien peut-être, il faut être extrêmement prudent, que le département bascule parce qu'on est très très proche et il y avait une vraie incertitude dans le département du Cher. Et comme cela a été indiqué dans le reportage, c'est Hugo Lefel qui est le candidat, je dirais, de la gauche rassemblée et qui, d'après les résultats que moi j'ai dans le département de Bourges, qui ne sont pas définitifs, sera en tête à 53%. Mais il faudrait bien entendu revoter parce qu'il n'aurait pas atteint le seuil nécessaire pour passer dès le premier tour. Oui, je parlais d'Argenton-sur-Creuse. Excusez-moi, Madame la Ministre. Juste un résultat. François Avisso, Anne-Claude Moissan-Lefebvre arrive en tête à Argenton-sur-Creuse avec 44,44% des suffrages exprimés en ballotage favorable. Madame la Ministre. Je voulais préciser pour la bonne compréhension, en fond, que ces résultats obligent les premiers, même s'ils sont au-dessus de 50% des exprimés, à faire un deuxième tour. Mais il y a une deuxième conséquence, évidemment, c'est qu'il n'y a que les deux premiers qui sont amenés à être au deuxième tour. C'est-à-dire que tous ceux qui sont troisième, qu'on nous annonce troisième, disparaissent parce qu'ils n'ont pas suffisamment de voix pour être au deuxième tour. Et donc, ils disparaissent, il n'y aura pas de triangulaire. Et ça, c'est important, évidemment. De le préciser, oui. Ouais, de le préciser. Tout à fait. Alors, on va retrouver Franck Leroy qui reçoit, je vous le rappelle, les candidats aux élections régionales à l'hôtel de région à Orléans, car je crois que Franck Leroy se trouve avec Alexandar Nikolic, le candidat du Rassemblement national. Franck. Exactement. Bonsoir, Monsieur Nikolic. Bonsoir. Alors, on va prendre les chiffres tout de suite avec une extrême précaution, puisque ce sont des projections, ce sont les premiers chiffres. Et puis ensuite, il faut savoir une chose, c'est que les chiffres sur les deux plus gros bassins de population, d'électeurs, que sont Tours et Orléans, eh bien, ces chiffres ne sont pas arrivés. Nous avons recoupé nos chiffres, nous sommes à peu près d'accord. François Bonneau sera à 25,6 et vous-même, vous seriez à 21,7, alors qu'il y a peu de temps encore, un sondage vous donnait assez largement en tête. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette dernière ligne droite ?
Moi, je crois surtout qu'il y a un délitement de l'État. Et moi, je suis déçu surtout pour les gens, tout simplement, qui constatent ce délitement. Ça remet en cause même notre démocratie. Quand vous avez 70% des gens qui ne votent pas, c'est-à-dire qu'il n'y a que ceux qui sont impliqués directement, les élus, le réseau associatif parfois, qui se mobilisent. Ça veut dire que c'est le Rassemblement national qui en aurait le plus pâti de cette abstention? Bien sûr, parce que notre électorat populaire aujourd'hui n'a souvent pas eu l'information qu'il y avait ce scrutin. Par manque d'intérêt parfois, mais aussi par un manque de communication de l'État. On n'a pas eu des spots télévisés, même les documents officiels, les professions de foi et les bulletins de vote. Vous avez été invité dans les émissions de télévision, oui, mais ça pose justement la question de savoir si les gens suivent aujourd'hui les médias locaux, suivent aujourd'hui les scores médias. d'audience ont été formidables, historiques, et nous avons enregistré des scores nationaux. Nous avons été en tête du réseau national ici sur France 3, Centre-Val de Loire. Bien sûr, mais ça concerne encore une fois qu'une partie de la population qui est passionnée par ce type d'élection. Mais il y a aujourd'hui 70% des gens, en tout cas c'est ce que démontre ce sondage, qui ne se sentent plus concernés par le choix politique et donc comment on va déterminer leur avenir. Et c'est évidemment inquiétant. Carole Canet, que nous avions tout à l'heure sur ce plateau, pour le Parti Socialiste, annonce que dès cette nuit, ils vont rentrer en négociation avec Europe Écologie Les Verts pour le second tour. Vous êtes étonné ? Ça ne m'intéresse pas trop, sincèrement, de savoir qui va faire quoi et les petites discussions justement de gens aujourd'hui qui sont coupés des réalités. Si aujourd'hui, certains peuvent se satisfaire et se dire écoutez, on a fait tant et on va pouvoir négocier, garder une collectivité. Quand vous avez 70% des gens qui s'en fichent, on peut tous se remettre en question et se dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour communiquer une envie, une attraction, une attractivité pour que les gens votent. Enfin, moi, je suis désabusé quand je vois ça. Quand je vois 70% d'abstention, soit il y a eu un vrai problème sur les documents officiels, soit c'est encore plus inquiétant et là, le mal est profond sur le délitement de notre démocratie. Est-ce que vous avez reçu un coup de fil de Marine Le Pen ce soir ? J'ai pu échanger avec des cadres nationaux, oui. Oui, que disent-ils ? Vous le savez, c'est une déception nationale. Le RN est largement en dessous de ce qu'on avait prévu. Oui, je ne vais pas le nier, évidemment, mais moi, ma vie, elle ne va pas tellement changer. Moi, je suis surtout inquiet pour tous ceux qui, au quotidien, vivent l'insécurité, pour tous ceux qui n'arrivent pas à se soigner, pour tous ceux qui n'arrivent pas à trouver un emploi à proximité. C'est à eux que je pense. Moi, je suis déçu pour tous ces gens aujourd'hui et pour même notre démocratie. On est une république, une démocratie où les gens choisissent leur avenir en choisissant leurs représentants et aujourd'hui ils ne l'ont pas fait. Donc évidemment, c'est très inquiétant. Ce sera ma dernière question. Triangulaire pour le second tour. Et puis, est-ce que vous avez une réserve de voix ? Mais je vous ai dit, ça ne m'intéresse pas de savoir les petites discussions et tout. Aujourd'hui, il faut tous qu'on se remette en question. Merci Alexander Nikolic. Merci. Voilà Rebecca, voilà Benoît. Merci beaucoup Franck. Voilà pour cette première réaction d'Alexander Nikolic, candidat du Rassemblement national pour ce scrutin régional, Benoît. Alexander Nikolic parlait de délitement de l'État. On peut tous se remettre en question. On peut peut-être être tous d'accord sur cette formulation. Pas jusque-là, je pense qu'il y a eu des périodes. En juin 1940, il y avait un délitement de l'État. Oui, aujourd'hui, on ne peut peut-être pas aller jusque-là. En revanche, se remettre en question, on l'a dit tout à l'heure, très naturellement. Et là où M. Nikolic a sûrement raison, c'est le fait qu'il y a un décrochage, en particulier des jeunes, qui ne suivent plus forcément comme les aînés, par exemple, la presse quotidienne régionale. On sait que le Berry républicain, la République du Centre, la Nouvelle République, les gens de plus de 40, 45 ans lisent beaucoup cette presse. Les jeunes ont décroché, sauf sur Internet. Mais voilà, donc il faut inventer de nouvelles manières, effectivement, de parler aux jeunes. Mais comme l'a dit M. Gallu et Mme Gouraud également, ça a été très difficile, là, dans cette campagne, vu les conditions sanitaires. On commence juste à respirer et donc la campagne n'a pas pu avoir lieu. Sur le score, pardonnez-moi, du Rassemblement national, Yann Gallu, Jacques Gouraud, il vous étonne, ce score ? Il est beaucoup plus bas que ce qu'on avait prévu ou ce qui nous avait été indiqué par les sondages. Alors là aussi, avec le taux de participation, est-ce que ça ne présage pas l'année prochaine d'autres élections ? Parce qu'il y a eu aussi un mélange dans ces élections régionales et départementales. C'est que certains ont voulu en faire le tour de chauffe de la présidentielle. Donc est-ce que les sondages ont été plutôt dans ce sens-là et que le résultat de terrain est tout autre ? Moi, je crois profondément, la surprise dans cette région, c'est justement qu'on n'avait pas intégré la proximité du président François Bonneau. Et n'oublions pas que les personnalités locales comptent. D'ailleurs, à gauche comme à droite, quand vous regardez les premiers résultats qu'il y a, les présidents sortants qui ont fait le job
l'Europe, qui ont été présents, qui sont de vrais présidents de combat pour leur région, eh bien, ils ont plutôt des scores corrects par rapport aux ambitions, notamment du Rassemblement national, qui était de renverser la table, et ce n'est pas arrivé. Jacqueline Gouraud, votre réaction sur le score d'Alexander Nikolic? Oui, je rejoins ce qui est dit, c'est-à-dire que l'absence de campagne, on l'a dit tout à l'heure, a favorisé les sortants, c'est clair, et on regarde en Normandie, etc., c'est les sortants qui sont favorisés. Écoutez, moi je vais vous dire que le Front National soit moins haut que ce qu'on imaginait, j'en suis ravie. C'est déjà une chose que je peux dire. Et deuxièmement, mais il ne faut pas se réjouir trop vite. Hein. Comme l'a dit Yann Gallu, il faut faire attention. Et nous avons un premier tour, il y aura un second tour. Il faudra voir quels sont les candidats au deuxième tour et comment les choses se présentent. Et il faudra faire campagne, bien sûr, au deuxième tour. Et je voudrais bien sûr préciser que Marc Fesneau va s'exprimer tout à l'heure, mais que nous aussi, nous sommes très attachés à cette région. Et Marc Fesneau a été conseiller régional, moi j'ai été conseillère régionale, sous différentes majorités d'ailleurs, parce que j'avais été élue aussi. Les gens ne se rappellent pas, mais il y a eu une période, on a beaucoup parlé récemment de 98 et des votes qui avaient eu lieu, etc. Mais nous étions dans un autre mode de scrutin, il faut toujours se rappeler, c'était un mode de scrutin à la proportionnelle et à un tour. Il n'y avait pas de majorité, alors qu'aujourd'hui, le mode de scrutin donne un bonus au deuxième tour aux gagnants. Donc, il faut toujours regarder de près la manière dont fonctionnent les institutions et il faut toujours regarder la manière dont se passent les élections. Et Jacqueline Gouraud, je vous posais la question tout à l'heure. Marc Fesneau veut-il s'allier avec Nicolas Forissier pour le second tour? Le souhaitez-vous, personnellement? Écoutez, Marc Fesneau est un garçon qui est rassembleur. Il a fait des listes de large rassemblement dès le premier tour. Nous connaissons bien M. Forissier. J'ai même siégé à la région avec M. Forissier. Vous étiez partis ensemble en 2015, Modem, oui, RUDI. Donc nous ne sommes pas. Je ne vais pas vous dire que nous sommes très éloignés. Ça, évidemment non. Nous avons chacun nos familles politiques. Nous avons décidé chacun de faire nos listes aux élections régionales. Marc Fesneau va ce soir prendre sa décision avec Nicolas Forissier pour la suite. Ce que je peux vous dire, c'est que cette région est une région effectivement très attachante, qui a aussi un avantage, je crois, pour le sortant, je dois le dire, c'est qu'elle n'a pas changé de périmètre. Et ça, c'est quelque chose qui compte aussi beaucoup dans notre région. Mais je crois qu'il y a un effort, et nous croyons qu'il y a encore un effort très important à faire d'identification de notre population à la région. Car nous avons un problème, vous disiez tout à l'heure que les jeunes ne viennent pas voter. Mais le problème, c'est que les jeunes ne restent pas non plus dans notre région. Et ça, c'est un vrai sujet. Et on le voit, par exemple, on a tous été d'accord sur le constat, ça a été un moment fort de la région, sur la démographie médicale. Chacun le sait. Quand vous regardez les jeunes qui font leurs études à Tours, à la fac de médecine, 50% de ceux qui sont dans notre région, originaires de notre région, vont s'installer dans une autre région. Et donc, il y a un travail très important à faire pour que les politiques publiques... L'attractivité, la santé... Voilà, c'est quelque chose important de ces élections régionales. Important. Jacqueline Gouraud, restez avec nous. On va partir dans votre département, le Loir-et-Cher, que vous connaissez bien. Département où le président sortant, Nicolas Perruchot, LR, ne se représente pas. Bonsoir Marine Rondonnier, c'est vous qui suivez la campagne loir-et-chérienne pour nous. Vous êtes, je crois, à l'hôtel de ville de Blois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. C'est le bureau centralisateur des cantons de Blois. Et ici, la gauche avait parié sur l'union
pour rafler des cantons et ça paraît bien parti. En effet, déjà sur Blois 1 et sur Blois 2, on peut voir que les candidats de la gauche unie, la Loire-et-Cher en commun, sont qualifiés pour le deuxième tour. Alors sur Blois 1, Benjamin Vettelet et Hanan El Hadraoui vont devoir affronter le Rassemblement national, Marine Bardet et Lionel Segaud au deuxième tour. Et ensuite sur Blois 2, ce sera un combat de députés et d'anciens députés puisque Denis Robillard va affronter Stéphane Baudieu au deuxième tour. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Blois pour le moment. Ce que je voudrais dire aussi au niveau du département, c'est que rien n'est gagné. On sait que Nicolas Perruchot, en effet, ne s'est pas représenté. Il y a aussi l'entrée dans la course de Guillaume Pelletier sur le canton de Chambord qui affronte le candidat sortant Gilles Clément d'Hiver Gauche. Et ici, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, à scruter de près le résultat à Chambord. On suivra ça attentivement. Merci beaucoup, Marine. On prend maintenant la direction du nord de la région, en Eure-et-Loire, où nous attend Élise Roire. Élise, vous êtes à la préfecture de Chartres, me semble-t-il. Que pouvez-vous nous dire ce soir sur la situation dans le département où vous êtes ? Alors, je vous rappelle que l'abstention est très forte ici aussi. On est à 65% pour l'ensemble du département de l'Eure-et-Loire. C'est un département assez particulier parce qu'il est monocolore, entièrement dirigé par la droite. La droite possède 15 cantons sur les 15 qui sont en jeu ce soir. Le président de l'Assemblée locale s'appelle Claude Thérouinard. Il a 84 ans, mais ses troupes sont désunies depuis des années, depuis même une trentaine d'années, avec 2 groupes parlementaires. Alors, j'ai 4 résultats à vous donner, 2 qui sont assez classiques, on va dire, et 2 plus inattendus. D'abord, à Illiers-Combray, nous dirigeons vers une triangulaire, comme en 2015, avec les sortants qui sont d'hiver droite, qui virent en tête ce soir, suivis du Rassemblement national et des Républicains. Les bulletins sont dépouillés à près de 90%. Le canton d'Année, dépouillé à 85% également, verrait à cette heure les Républicains rater de peu l'élection au premier tour, puisqu'ils font 48% des votes. Ensuite, dans les villages vauvéens, qui est le fief de Albéric de Montgolfier, qui ne se représente pas puisqu'il est devenu sénateur, Monsieur de Montgolfier avait fait 47% dès le premier tour il y a 6 ans. Eh bien, ses successeurs ne sont ce soir qu'à 33%. Pour cause de listes dissidentes à droite. Enfin, à Nogent-le-Rotrou, le dépouillement est terminé. C'est aussi un binôme dissident qui est en tête à 35%, devant les sortants, c'est-à-dire ceux qui soutenaient jusqu'à présent la majorité, et le Rassemblement national est 3e. Merci beaucoup, Élise Roire, en direct de Chartres. Merci. Voilà, Benoît, ce que l'on pouvait dire sur les départementales en Eure-et-Loire. Alors, c'est important, Rebecca, un moment important, il est 21h51. La situation évolue un petit peu ce soir pour cette soirée électorale, élections départementales et régionales. On parle précisément maintenant des élections régionales, après le dépouillement de 50% des bureaux de vote. La situation a un petit peu évolué, Rebecca. Vous l'avez sur la feuille, sur votre droite là-bas. Alexander Nikolic est en tête. Alors je rappelle bien qu'il y a seulement 50% des suffrages, des résultats dépouillés. Il est en tête avec 25,42% des suffrages exprimés. François Bonneau en deuxième position, 22,66%. Nicolas Forissier, la liste d'Union de la droite, 19,39%. Marc Fesneau, 16,31%. Charles Fournier en dessous des 10%. Et Jérémy Clément, puis Farida Mekdoud, respectivement 4 et 2%. Oui. Donc, aucune conclusion. Vous nous l'aviez dit au préambule, Madame la Ministre, et vous avez bien raison. Alors attention, parce qu'effectivement ici, c'est bien des dépouillements, mais c'est un phénomène classique des soirées électorales, c'est-à-dire qu'on dépouille d'abord dans les petites communes, et donc en zone rurale, les grandes villes, les chefs-lieux de département, et en particulier Orléans et Tours, viennent à la fin corriger le tir. Et on sait, M. Gallus le rappelait tout à l'heure, que par exemple François Bonneau, la dernière fois, en 2015, l'avait emporté au tout dernier moment, quand Orléans et Tours étaient tombés. Donc il ne faut pas comparer un sondage sorti des urnes, que nous avons eu tout à l'heure, et un dépouillement, effectivement, vous l'avez rappelé, Benoît, de 50% des inscrits, mais qui n'est pas représentatif, qui est essentiellement sur des zones plus rurales. On le voit dans le département du Cher, entre les petites communes du Cher et puis la ville de Bourges, où là, François Bonneau, dans la ville de Bourges, est largement en tête. Et on sait très bien que dans les petites communes du Cher, les premiers petits résultats que moi j'ai eus montraient que le Rassemblement national était haut dans ces communes. Donc il faut rester extrêmement prudent. Oui. De toute façon, je le rappelle, en 2015, on a su au
dernier moment que François Bonneau gagnait, puisqu'on a eu le résultat d'Orléans et Tours dans la dernière demi-heure. Pendant toute la soirée électorale, juste avant, il était donné battu. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il faut rester extrêmement prudent, hein, jusqu'au dernier moment où on a dépouillé le dernier bulletin. Et puis il y a un deuxième tour. Et il y a surtout un deuxième tour où il y aura bien sûr et peut-être d'autres sursaut de participation. Exactement. Oui, c'est ça. Allez, et nous l'espérons tous quand même, bien ce sûr, sursaut de participation. On reparle des élections départementales. On prend la direction du Loiret pour notre premier invité en duplex ce soir. Il s'agit de Marc Gaudet, président sortant du département du Loiret, candidat à sa réélection pour l'UDI sur le canton de Pithiviers. Bonsoir Marc Gaudet. Non, nous ne l'avons pas encore. Eh bien, on reviendra un peu plus tard vers lui, Benoît. Benjamin Vettelet à Blois. Benjamin Vettelet. Eh bien, c'est pas grave, on ira voir Marc Gaudet un peu plus tard, Rebecca. On rappelle ces résultats partiels, 50% de résultats dépouillés. Alexander Nikolic en tête avec 25,42%, François Bonneau en deuxième position, 22,66%, et Nicolas Forissier en troisième position. Marc Fesneau toujours quatrième. Ça vous inspire quoi, Madame la Ministre ? Juste, ça monte un petit peu par rapport aux derniers chiffres. Et ben, ça m'inspire qu'il faut attendre le résultat final pour faire des commentaires. Parce que, définitif, j'entends. Oui, mais pour intéresser les Français à la politique, il faut bien qu'on fasse des directs dès 20h. Mais oui, mais d'ailleurs, on est là et on s'exprime. On trouve si je peux toujours quelque chose à dire. Ministre, la seule chose qu'on peut commenter et qui est effectivement le mauvais résultat de la soirée, c'est le pourcentage des inscrits. Hein, on regarde la colonne, ça donne 8% pour M. Nikolic, 7% pour François Bonneau, etc. Donc ça, c'est effrayant, effectivement, pour la démocratie, on l'a tous dit. Caroline dit, tu as des résultats définitifs, Caroline, pour nous. Oui, on va parler de départemental à nouveau. On va partir dans le Cher, plus précisément dans le canton de Vierzon, où c'est le binôme Jean-Pierre Charles et Delphine Piétu, les sortants pour la liste PCF, qui remporte la première place avec 55,2% des suffrages, est suivi par la liste du Rassemblement national, le binôme Isabelle Bichler et Thibault Lemoel à 26,5%. Direction l'Indre avec le canton de la Châtre, où là c'est le binôme François Daugeron et Michel Céleron pour la liste d'hiver droite qui remporte 63% des suffrages, suivi par le Rassemblement national et le binôme Didier Fallet et Marie-Laure Marcoux. Enfin, troisième et dernier résultat, on part en Eure-et-Loire à Annette, dans le canton d'Annette, où c'est Francis Péquenard et Evelyne Lefebvre, les sortants, qui conservent leur première place avec 48,6% des suffrages exprimés. Ils sont suivis par la liste Rassemblement national et le binôme de Sébastien Bellet et d'Adeline Petit, qui récoltent 24,6%. Merci beaucoup Caroline. Ça y est, Marc Gaudet nous attend du côté du Loiret, président sortant du département, candidat à sa réélection pour l'UDI sur le canton de Pithiviers. Bonsoir Marc Gaudet. L'enjeu pour vous, c'est de conserver une majorité pour la droite dans le département. Alors au vu des premiers résultats qui tombent ce soir, êtes-vous optimiste ? Oui, je pense qu'il n'y a pas lieu d'être pessimiste, donc nous serons optimistes. Effectivement, il n'y aura pas de triangulaire, ça je pense que c'est une certitude, puisque le taux de participation est très bas, donc seuls les deux premiers candidats seront qualifiés pour le deuxième tour. On aura effectivement, encore une fois, beaucoup de duels de la majorité départementale face au Rassemblement national. Rassemblement national qui ne fait pas la percée qu'on attendait, donc ça je dirais que c'est plutôt une bonne chose. Marc Gaudet, si vous êtes réélu, quelles seront vos priorités à la tête du Loiret, la fin du chantier de la déviation de Jargeau ? Alors les priorités, effectivement, il y a cette route, cette infrastructure, effectivement, qui devra se poursuivre, mais il y a aussi bien d'autres projets, notamment le long du canal d'Orléans, avec le Loiret au fil de l'eau, et puis aussi dans le domaine social. On a beaucoup de travail dans le domaine social, dans la protection de l'enfance, dans la rénovation des EHPAD. Voilà, il y a là aussi de grandes actions départementales. De même sur le RSA aussi, nous allons travailler différemment, et je pense qu'on obtiendra des résultats. La droite traditionnelle est bien implantée localement, on le voit avec ces élections départementales. Je rappelle que les 6 départements de la région sont aujourd'hui encore à droite. Mais on constate qu'au niveau régional, on l'a vu, Nicolas Forissier serait en 3e position, on est au conditionnel. Comment vous expliquez ce delta ? Alors déjà, pour les départementales, les candidats, je dirais, ce sont les candidats de terrain, du terrain qui sont récompensés, et tant mieux. C'est-à-dire que les élus départementaux qui donnent au quotidien, qui sont toujours sur leur canton, qui sont auprès de la population, aujourd'hui, ils sont récompensés par ce vote. Tant mieux, c'est une bonne chose, et c'est une juste reconnaissance du travail accompli.
Au niveau de la région, pour l'instant, je n'ai pas de résultat définitif. Ce que je vois, c'est qu'apparemment François Bonneau est en tête devant le Rassemblement national. Et puis derrière, la liste de Nicolas Forissier serait en 3e position. Voilà aussi, il va falloir qu'il y aura certainement des discussions de 2e tour. Mais ça, moi, j'y participe pas. Merci beaucoup, Marc Godet. Merci Marc Godet. Peut-être Jacqueline Gouraud, rapidement, vous qui êtes ministre de la Cohésion des Territoires, quel regard portez-vous sur ces départementales? Il nous reste quelques instants avant de redonner l'antenne au national. Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, je regrette une si faible participation dans la mesure où, depuis les lois de décentralisation successives, les régions et les départements ont obtenu par la décentralisation un grand nombre de compétences et que la vie quotidienne des Français est vraiment, dépend beaucoup de la région et des départements, dans beaucoup de domaines, dans l'économie, dans la formation pour ce qui est la région, dans le département pour tout ce qui est politique sociale, accompagnement de la petite enfance, du vieillissement, etc. Donc, ce sont des collectivités qui jouent un rôle extrêmement important sur les territoires. Et d'ailleurs, en tant que ministre des collectivités territoriales, je travaille et je prépare une loi qui s'appelle la loi 4D, qui va passer en juillet au Sénat et où encore on va donner de nouvelles compétences aux collectivités. Merci beaucoup Jacqueline Gouraud, merci beaucoup Yann Galu d'avoir accepté notre invitation ce soir pour la première partie de cette émission. Dans un instant, les résultats en France avec Carole Gessler et Francis Letellier. On se retrouve à 21h15 avec Benoît. À tout de suite.